Corentin Jousserand, bonjour. Bonjour Gilles Charles. Bienvenue sur Radio Gaga. On est là pour parler de politique. On va parler de politique nationale et de politique locale, puisque vous avez été désigné pour représenter votre parti aux élections municipales de 2026 à Saint-Étienne. Et justement, la première question, elle est toute simple, c'est comment êtes-vous tombé dans la politique? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique? Est-ce que vous venez d'une famille engagée ou alors c'est un cheminement qui est venu progressivement? Alors, bonjour et merci de nous recevoir sur Radio Gaga. C'est un plaisir d'être ici pour partager un petit peu à la fois des éléments sur mon parcours, sur la politique nationale et sur de la politique municipale. Donc, je m'appelle Corentin Jousserand, j'ai 28 ans. Je suis effectivement tombé dans la politique il y a maintenant quelques années, parce que ça fait très longtemps que je travaille avec des partis à côté de mon travail au niveau national ou au niveau local. Je pense que la politique, c'est une vocation, c'est quelque chose qui vous anime parce que ça prend tout votre temps en réalité. La politique, vous en faites le soir, vous en faites le week-end, vous en faites pendant les vacances, quand vous en faites pas un métier. Donc c'est forcément une vocation et je trouve, et j'espère convaincre des gens de suivre cette vocation ou en tout cas d'essayer de s'engager autant qu'ils le peuvent en politique parce que c'est une vocation qui est absolument passionnante. Vous faites des rencontres extraordinaires tout le temps, vous rencontrez tout le temps, voilà, c'est la première fois que je vous rencontre aujourd'hui. Vous voyez des jeunes lycéens, des étudiants qui veulent aller défendre leurs idées dans leur lycée ou leur université, vous voyez des retraités, vous voyez de tous les types d'actifs, vous voyez forcément des fonctionnaires parce que le service public est très lié à la politique, vous voyez des chefs d'entreprise, vous voyez des gens qui connaissent des difficultés d'emploi, des difficultés de logement. Donc je trouve que la politique, ça de bon, que vous voyez toute la société. On a forcément un prisme d'analyse particulier, mais vous voyez toute la société, celle qui va bien, celle qui va moins bien, et c'est comme ça que vous arrivez à comprendre ce qu'il faut préserver parce que ça marche bien, et ce qu'il faut changer parce que ça marche pas bien. Donc ça, c'est la deuxième facteur qui fait que j'ai envie de faire de la politique et que je me suis engagé, c'est que je pense que quand on s'intéresse à la vie de la cité, la politique, forcément, vous avez deux choses. D'une part, vous devez identifier ce qu'il faut préserver, ce qu'il faut conserver parce que ça fonctionne bien. Il y a des choses qui fonctionnent bien à Saint-Étienne, dans notre pays, et qu'on doit préserver. Et il y a des choses qu'il faut changer et qu'il faut se battre pour faire en sorte d'améliorer ou même de changer radicalement parce que ça fonctionne très mal. Et il y a beaucoup de choses, malheureusement aussi, qui fonctionnent très mal. Et actuellement, vous êtes attaché parlementaire? Alors actuellement, je ne suis pas tout à fait attaché parlementaire, je suis attaché de groupe. Donc le groupe à l'Assemblée nationale, c'est l'association de tous les députés d'un parti politique qui forment une association juridiquement et qui peuvent avoir une enveloppe pour embaucher des conseillers politiques. Et du coup, moi, je suis conseiller finances publiques. Donc finances publiques, c'est à la fois fiscalité, donc tout ce qui a trait aux impôts, et budget, donc tout ce qui a trait aux dépenses publiques. Donc là aussi, vous voyez vraiment de tout. Vous parlez de défense, d'éducation nationale, de santé, de logement, de transport. Donc, et pour obtenir ce poste, vous avez fait quelles études? Alors j'ai fait, après mon bac que j'ai eu au lycée Claude Foriel à Saint-Étienne, j'ai fait une classe préparatoire à Lyon. Pendant 2 ans, puis j'ai intégré HEC, école de commerce, et après HEC j'ai fait Sciences Po. Donc j'ai un profil qui est à la fois qui est à mi-chemin entre l'entreprise via l'école de commerce et la politique via Sciences Po. Et j'ai commencé juste après mes études à travailler au ministère de l'économie, donc à Bercy, sur la thématique du commerce de proximité. Donc là, pareil, on est vraiment à mi-chemin entre la politique publique d'aménagement d'une rue, d'un quartier et de services. C'est pas du service public, mais du service aux citoyens pour avoir les biens et les services dont vous avez besoin à proximité de chez vous, et aussi le développement des entreprises, parce que bon, tout commerçant est un entrepreneur avant tout, et donc il faut leur donner les conditions pour se développer et pour mener leur business dans de bonnes conditions. Et quand on est au ministère de l'économie à Paris, comment on voit ce qui se passe un peu plus loin, c'est-à-dire à Saint-Étienne? Est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'on a une vision un peu faussée? Ou alors est-ce qu'on vit bien ce que le stéphanois pur, si je peux mettre ça entre guillemets, vit?
Alors, je pense que c'est un peu le défaut de la haute fonction publique en France, c'est qu'elle a un côté très détaché de la réalité du terrain. Et c'est un peu ce qui me manquait, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de passer de la fonction publique à la politique. Vous avez forcément, quand vous êtes en ministère, une vision très détachée. En gros, vous lisez dans des rapports ce qui se passe, alors que quand vous faites de la politique, vous allez sur le terrain, vous rencontrez les gens, ce que je vous disais au début justement sur toutes ces rencontres. Et je trouve que c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus net comme vision quand vous faites de la politique, ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe à Saint-Étienne. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur le commerce de proximité à Montbrison quand j'étais à Bercy. Vous voyez vraiment ce qui se passe par rapport à ce que vous faites quand vous êtes haut fonctionnaire. Ça, c'est un autre sujet passionnant, le commerce, notamment à Saint-Étienne et dans toute la France. On y reviendra quand on parlera de l'élection locale. Dernière petite question pour mieux vous connaître. Pourquoi le Rassemblement national? Est-ce que vous étiez plutôt à droite? Est-ce que vous veniez d'une famille plutôt de gauche? Ou alors d'une famille apolitique? Comment ont germé vos idées au fil du temps? Alors, je viens d'une famille qui est complètement détachée de la politique, donc je suis pas entré en politique par tradition familiale, on va dire. Pour ce qui est de mes valeurs, je suis plutôt de droite, effectivement. Mais pourquoi le Rassemblement national? Je pense que le Rassemblement national est le seul parti aujourd'hui en France qui a fait depuis 15 ans, 20 ans, les bons diagnostics et qui a été pionnier à poser des jalons sur différentes thématiques qui aujourd'hui sont admises par quasiment tous les partis. Je vous prends quelques exemples. Le Rassemblement national, c'est le premier parti à avoir, sur le thème qu'on aborde souvent, qui est l'immigration, dit que la France accueillait un nombre trop important d'immigrés pour pouvoir les accueillir dans de bonnes conditions. Et donc, il faut diminuer la pression migratoire si on veut pouvoir accueillir, assimiler, intégrer les immigrés. Aujourd'hui, quasiment tous les partis politiques, à part les partis d'extrême gauche, sont d'accord avec ce constat, et c'est le Rassemblement national qui l'a porté. De la même façon, quand on parle d'énergie, le RN est le seul parti à ne jamais avoir lâché l'énergie nucléaire, qui est aussi aujourd'hui évidemment reconnue comme la source d'énergie qu'on doit favoriser en France. Et de la même façon, sur la désindustrialisation, on porte un constat très net sur l'impact de l'ouverture, par exemple, des marchés internationaux, et donc la nécessité de protéger nos entreprises et nos industries, sinon elles partent à l'étranger. On est le premier parti à l'avoir dit, à l'avoir dénoncé, quand les autres partis disaient qu'on pouvait avoir une France sans usine. Donc je pense que le fait d'appartenir à un parti qui a eu raison en premier sur tous ces sujets, ça permet de se dire qu'on défend une ligne claire et une ligne cohérente. Et il y a une deuxième chose qui est super importante, je suis désolé, je peux pas faire des réponses trop longues, mais il faut quand même le dire. Le RN est un parti qui est très bien maillé au niveau du territoire, c'est-à-dire qu'on a des fédérations qui sont développées, actives, on a beaucoup de militants. Et je trouve que c'est extrêmement agréable d'être dans un parti où les gens ont envie de s'engager, ont envie de passer du temps pour coller des affiches, distribuer des tracts, faire du porte-à-porte. Ça permet d'être directement en contact avec le territoire. Et aujourd'hui, il n'y a plus que le RN ou la France Insoumise qui dispose de ce maillage militant et territorial. On a beaucoup parlé d'économie en début d'entretien. Quand on dit que le programme du Rassemblement national est de gauche, le programme économique bien entendu, est-ce que vous êtes d'accord ? Alors non, je ne pense pas que le programme du Rassemblement national soit de gauche. Économique, hein ? Ah oui, bien sûr, le programme économique. C'est un programme de justice sociale avec des éléments qui sont, d'habitude, classés à gauche. Par exemple, le fait que la réforme des retraites de Emmanuel Macron, nous y opposons et nous proposons une autre réforme qui repose sur uniquement la durée de cotisation, c'est-à-dire 42 annuités de cotisation, parce que c'est ce qui nous paraît juste. Et inversement, on propose de diminuer la fiscalité, donc c'est plutôt des réformes de droite, sur plein d'autres sujets, par exemple la TVA sur les produits de première nécessité ou sur les produits énergétiques, l'électricité, le gaz et l'essence. Donc on porte un programme économique de justice sociale qui est ni de gauche ni de droite. Pour revenir à la politique nationale, on parle beaucoup bien évidemment, on a un nouveau Premier ministre, mais on parle aussi beaucoup chez vous de dissolution. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu la pensée du RN? Est-ce qu'une dissolution changerait les choses? On a l'impression aujourd'hui que si on revote, on a l'impression que les gens vont revoter à peu près pareil, on va se retrouver de retour avec 3 blocs et une France ingouvernable.
Alors aujourd'hui, on fait le constat d'une France qui est très difficile à gouverner et dans laquelle on ne peut mener aucune réforme. C'est finalement ce qui est le plus grave, au-delà du fait que le gouvernement et les premiers ministres changent très souvent, ils ne peuvent pas, et en fait il n'y a aucune réforme qui a été menée depuis juin 2024, parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale pour ça. Donc nous on souhaite une dissolution pour redonner la parole aux Français, et qui puissent choisir une majorité claire en capacité de gouverner le pays. Si les Français décident, comme ça aurait pu être le cas s'il n'y avait pas eu de front pseudo-républicain en juin 2024, si les Français décident de nous faire confiance, nous on a un programme qui est prêt, qu'on peut mettre en place depuis Matignon, et qui, s'il y a une majorité Rassemblement national après de potentielles élections législatives anticipées, permettra de mener des réformes. Donc pour nous, ça permet un déblocage de la situation actuelle et la mise en place de réformes pour le pays qui permettront d'avancer. Il y a une deuxième solution que vous n'évoquez pas, mais qu'on évoque nous quand on fait quand on en discute, c'est la démission du président de la République. Il a deux possibilités. Je vous coupe, mais j'ai pas compris pourquoi on parle de démission. Il a été élu pour 5 ans, donc il est là pour 5 ans. Tous ceux qui pensent le contraire, ils se trompent. Il sera là pour 5 ans de toute façon. Alors, il est dans une situation où le pays est bloqué. Le pays est bloqué, il y a des manifestations toutes les semaines, aucune réforme ne peut être menée, les premiers ministres tiennent entre 3 et 6 mois, donc il faut arriver à redonner un souffle. Comment on redonne un souffle dans une démocratie ? On appelle les gens aux urnes. Alors, il y a deux solutions. Soit on appelle les gens aux urnes dans le cadre d'une législative pour élire des députés, soit, et effectivement, ça m'étonnerait que ce soit la solution qui soit privilégiée, mais ça reste une solution. Il a encore cette possibilité. Soit on appelle les citoyens aux urnes pour élire un nouveau président de la République dans le cadre d'une présidentielle. Mais ça ne vous a pas échappé qu'ils sont en train de parler d'un 3e mandat en 2032. Il manquerait plus que donc, ça. J'ai pas l'impression qu'il ait envie de démissionner, pour blague à part. J'espère qu'en 2027, en tout cas, s'il ne démissionne pas, on gagnera les élections présidentielles et on montrera que notre programme est bien meilleur pour le pays et qu'en 2032, il n'y aura pas de nouveaux choix. Justement, aussi, pour rester dans la politique pure, on a vu quand le gouvernement Macron a été mis en place, le premier, qu'il ne pouvait pas s'appuyer sur les régions, ni sur les villes, ni sur les départements, parce qu'ils n'avaient pas d'élus. Est-ce que ça ne sera pas un peu le même problème si vous êtes élu, le Front National, le Rassemblement National, pardon, ça ne sera pas un peu le même problème parce que vous n'avez pas beaucoup de mairies, vous n'avez pas beaucoup de départements, vous n'avez pas beaucoup de régions, et il y aura forcément, j'ai l'impression qu'ils vont se mettre sur les freins si vous êtes élu, au pouvoir bien évidemment. Il y a deux niveaux. Alors d'une part, il faut quand même le prendre en compte, le fait d'avoir beaucoup d'élus peut être aussi un handicap parce que ça vous empêche de mettre en place des vraies réformes, parce que vos élus puissants les empêchent en disant que eux, ça va toucher leur mairie, ça va toucher leur région. Et nous, par exemple, la réforme de la carte du millefeuille territorial que l'on porte, c'est-à-dire la suppression des régions et la suppression d'une partie des EPCI, donc des communautés de communes, métropoles, etc., pour s'appuyer sur la commune et le département, qui nous semblent être les échelons pertinents. Elle ne pourra pas être freinée par des présidents de région, alors que, par exemple, les républicains ou les socialistes ne pourraient pas mener ces réformes, parce qu'ils ont des grands élus qui freinent ces réformes. Donc, ce n'est pas que un handicap de ne pas avoir autant d'élus régionaux et territoriaux. Et la deuxième chose, c'est que, on en parlera tout à l'heure, mais on a des élections municipales en 2026, on a des élections départementales et régionales en 2028, et on voit qu'on fait une percée électorale partout sur le territoire, il n'y a aucun département où on baisse. Donc en toute hypothèse, on va gagner des communes. Les communes qui ont déjà été gagnées par le RN en 2020 sont toutes ressorties RN en 2014, sont toutes ressorties RN en 2020. Donc on garde les communes que l'on gagne, donc petit à petit, on va en avoir de plus en plus. Idem pour les régions, nos scores au régional ne cessent d'augmenter. Il est très probable qu'on prenne plusieurs régions en 2028 et aussi des départements. Donc c'est une situation qui est amenée à changer. Comment vous avez été désigné pour être déjà le référent départemental et ensuite pour être le candidat aux élections à Saint-Étienne ? Alors, c'est deux procédures qui sont très différentes. J'imagine. Pour être président d'une fédération, on est nommé par le bureau politique du Rassemblement national et in fine par son président, donc Jordan Bardella. Il faut en fait avoir à la fois une volonté de porter un projet politique, donc c'est-à-dire qu'il faut connaître le programme du Rassemblement national sur le bout des doigts, et également de faire remonter au siège, à Paris, tout ce qui se passe et tous les besoins qu'il y a au niveau local.
parce que un programme, il faut l'adapter aux différentes élections. Quand on parle d'un programme pour les législatives, c'est un programme national qui doit être adapté, par exemple pour les municipales au niveau de chaque commune, pour les départementales, les régionales, etc. À chaque fois un échelon local. Donc il faut avoir cette double casquette, à la fois de très bien connaître la politique nationale et de connaître le terrain et d'être en mesure de répondre aux attentes du terrain. La mission principale que j'ai en tant que président de la fédération, c'est d'arriver à transformer nos très bons scores dans les urnes, parce qu'on fait de très bons scores dans les urnes, en bons scores en nombre d'élus. On n'a pas encore d'élus dans la Loire, on n'a pas de députés, on n'a pas de conseillers municipaux, et on n'a pas de représentants au conseil départemental. Donc il faut qu'on arrive à transformer ça, et ça passe par l'adaptation du projet du RN qui séduit les Ligériens, parce qu'on fait de très bons scores aux européennes par exemple, en projets locaux aux différentes élections. Ça, c'est pour la partie président de fédération. Pour la partie tête de liste municipale, on a une commission d'investiture qui étudie les dossiers et les profils des personnes qui souhaitent monter une liste municipale et qui regarde en fait 3 critères. Le premier critère, c'est le critère de la connaissance du terrain. On fait jamais de parachutage au Rassemblement national. On prend des gens qui connaissent leur territoire parce qu'on pense que ça peut pas marcher si on parachute des personnes dans une commune qu'ils ne connaissent pas. Donc il y a un critère connaissance du terrain. Il y a un critère compétence, donc connaissance des finances locales, du code général des collectivités territoriales, donc connaissance de ce que fait un maire politique. Et il y a un troisième critère qui est respect des valeurs du parti et respect de fidélité aux valeurs portées par le Rassemblement national. Et la commission d'investiture a estimé que je remplissais bien les 3 critères et donc que je pourrais mener la liste du RN aux élections municipales à Saint-Étienne. Peut-être aussi une question d'image. Parce qu'on a eu des moments des candidats de votre parti qui n'étaient pas en mesure de débattre, pas vraiment en mesure d'aller au charbon, presque, puisqu'on est à Saint-Étienne. Je vous donne mon avis, je les ai dans les débats et dans tout ce qui était un peu image, je les ai trouvés assez faibles quand même. On a l'impression que vous avez appris qu'il fallait passer un cran au-dessus. Alors, ce que je trouve formidable en tout cas avec le RN, et vous l'avez dit en tout début d'entretien, c'est qu'ils arrivent à faire confiance à des profils jeunes, ce qui n'est pas le cas de tous les partis. Et donc ils arrivent à dire telle personne qui effectivement n'a que 28 ans, je suis très jeune pour cette... Il y a des gens à 28 ans qui ont été députés, maires, donc c'est pas un problème d'âge, c'est surtout un problème de compétence et aussi dans une élection d'image malgré tout. Et aussi de formation. On essaye de former de mieux en mieux nos candidats. On met en place là pour les élections municipales des cycles de formation sur plein de thématiques différentes, on en reparlera, mais les élections municipales traitent de absolument toutes les thématiques qui touchent à la vie quotidienne des Français. Donc on met en place des formations pour nos candidats, et donc le but c'est d'arriver à trouver, et c'est aussi mon rôle de président de fédération, c'est arriver à trouver des profils potentiels, quel que soit leur âge, qui seront capables de mener des débats, parce que vous avez raison, on doit être en mesure d'avoir des candidats qui débattent bien et qui portent des projets cohérents, et qui s'ils sont élus, font de bons maires, de bons députés et de bons conseillers municipaux. Donc ça, et les former, les détecter et les former. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le parti arrive très bien à faire les deux. On va arriver sur Saint-Étienne. Quelle est votre ambition ? On a vu qu'il y a un sondage qui est arrivé il y a quelques jours, là, pourtant il date du mois de février, c'est un peu la bizarrerie d'ailleurs. On voit que le score n'est pas super haut, alors qu'on m'avait dit que le Front National avait un super score en projection, bien entendu. Comment vous avez vécu ce sondage que j'imagine vous avez consulté ? Bien sûr. Alors c'est un sondage IFOP qui a été réalisé en février, donc j'avais pas été annoncé comme tête de liste. Oui, et puis les candidats ont changé, il y a tout un tas de choses. Il y a eu tout un imbroglio autour des candidats de la liste du centre. À gauche, c'est toujours pas très clair les listes qui vont se monter. Donc il faut prendre ce sondage avec des pincettes. On fait 2 fois plus que le score qu'on a réalisé en 2020. Donc on voit quand même une progression en x2, ce qui est, j'ai envie de dire, un bon début. Qui est dans l'air du temps. C'est pas que dans l'air du temps, parce que je pense que vous avez raison, on est sous-estimé dans ce sondage. Jordan Bardella fait 26% aux européennes à Saint-Étienne, donc je pense que notre potentiel électoral est très au-dessus des 17% de ce sondage. 17%, ça nous assure quand même de rentrer au conseil municipal, mais on peut gagner la ville, donc c'est
pas du tout satisfaisant, et on a toute la campagne jusqu'au mois de mars pour montrer qu'on porte le projet le plus cohérent pour les Stéphanois. Justement, on va composer une liste qui est de à peu près, je crois, 59 personnes. Absolument. Comment ça se passe? C'est juste des gens du RN, ou alors vous allez vous ouvrir à l'UDR, à d'autres formations qui sont dans votre mouvance, dans votre tendance? Alors, bon, d'une part, on ne va pas avoir 59 personnes qui sont forcément des militants du RN. On veut s'ouvrir à des profils qui peuvent être plus divers et qui ne sont pas forcément encartés au Rassemblement national depuis des années. Donc, il n'y a pas de fermeture à ce niveau-là. Et pour ce qui est d'une ouverture vers les autres mouvements, le RN est allié au niveau national avec l'UDR, donc ce qu'on appelle les LR Ciotti. L'alliance à l'Assemblée nationale se passe remarquablement bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas au niveau local et que ça se passe mal au niveau local. Donc moi, je souhaite qu'on puisse s'ouvrir, mais c'est une ouverture qui se fait sur un projet. On ne fait pas comme la grande liste du centre portée par Dino Cineri, où on s'allie et puis après on voit. Là, nous, on va déterminer le projet qu'on souhaite porter, on va le présenter, et si des membres de l'UDR considèrent qu'ils ont envie de porter avec nous ce projet, moi je suis tout à fait favorable à ce qu'ils puissent intégrer la liste. Mais on base quand même cette candidature et cette campagne sur un projet. Le projet avant tout. Absolument. On est à Saint-Étienne, mais vous cooptez toute la Loire. Est-ce que dans les grandes villes, dans les petites villes, les villes moyennes, il y aura des listes RN partout? Alors, il n'y aura pas des listes dans toutes les communes. C'est impossible d'avoir des listes partout dans la Loire. Il y aura des listes dans la plupart des grandes villes. On est encore aujourd'hui dans une phase de sélection des candidats. J'ai fait ça à peu près tous les soirs de cette semaine, donc on est en plein dedans. Là où je suis ravi, c'est qu'on reçoit énormément de candidatures partout, sur des communes de 2000 habitants, sur des communes de 30 000 habitants. On a l'embarras du choix des candidats, et donc ça nous permettra de ne présenter uniquement que des candidats qui sont compétents, fidèles à nos valeurs et qui connaissent très bien leur territoire. Je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui sur le nombre de listes qu'on présentera, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on reçoit des dizaines et des dizaines de candidatures. Est-ce que dans des communes qui ne sont pas très loin d'ici, est-ce que vous pourriez vous retirer pour soutenir une autre candidate qui n'aurait pas l'étiquette RN? Je vois à peu près à qui vous faites référence. En tout cas, on ne souhaite pas faire concurrence à des listes qui portent des valeurs très proches des nôtres. Donc ça sera un groupement de plusieurs partis, de plusieurs... vous allez porter des projets et ensemble, vous allez vous mettre ensemble. En fait, c'est ce que je vous disais un peu sur Saint-Étienne. On ne va pas monter un projet qui est en tout point similaire à un projet qui est défendu par une autre liste. Ça n'aurait pas de sens. Donc oui, effectivement, il faut discuter autour d'un projet. Et si on s'accorde sur un projet... Donc vous êtes plus dans l'ouverture que dans la fermeture. Ah oui, absolument. C'est une démarche d'ouverture qui, je trouve, au municipal, se porte d'autant plus facilement que les gens se connaissent, les gens ont l'habitude de travailler ensemble. Et les projets pour les communes sont moins marqués idéologiquement que dans une campagne nationale, par exemple. Vous étiez la semaine dernière à un grand rassemblement du RN. Déjà, comment ça s'est passé et est-ce qu'on vous a parlé de Saint-Étienne? Alors, on était réunis à Bordeaux pour les universités d'été du parti le week-end dernier. Ça s'est formidablement bien passé et on a fini en beauté parce qu'on a fini avec un meeting autour de Marine Le Pen et de Jordan Bardella où il y avait plus de 7000 personnes, ce qui est record absolu de toutes les universités d'été de tous les partis de France pour cette année. Il y avait une ferveur populaire qui était extraordinaire et qui donne une énergie folle pour entamer la campagne municipale, donc c'est super. Et on a beaucoup parlé de Saint-Étienne, figurez-vous, parce que ça a coïncidé pile poil, hasard du calendrier, et je n'y suis pour rien, avec la sortie de l'article du Point qui dit qu'effectivement Saint-Étienne fait partie des grandes métropoles françaises dans lesquelles le Rassemblement national peut créer la surprise et l'emporter. Donc nos élus, nos aimables élus venaient me voir pour m'apporter leurs encouragements. Moi je pensais, comme vous avez parlé de l'affaire Perdriau et de l'affaire de la sextape. Alors, on peut parler de l'affaire Perdriau si vous le souhaitez. C'est une affaire qui est sordide et qui entache l'image de nos élus. Ce qui est dommage parce que les élus municipaux, et en particulier les maires, sont les derniers élus en lesquels les Français font encore très majoritairement confiance. Donc c'est vraiment détériorer le peu qui restait d'image des politiques en France. Donc je trouve ça absolument terrible. Mais j'espère qu'on ne va pas faire toute la campagne municipale sur une affaire judiciaire de sextape. Je pense que les
stéphanois méritent mieux que ça, et que on va avoir des listes assez claires en fait, avec une grande liste macroniste, une liste du Rassemblement national et 2 listes à gauche qui vont s'affronter, et donc on pourra avoir un débat d'idées. Je vous coupe, mais j'ai pas l'impression qu'il y aura une grande liste macroniste. Dino Cinieri, c'est pas une grande liste macroniste. En tout cas, il va du Parti radical de gauche jusqu'aux Républicains. Bon, alors, une liste socle commun, Gabriel Attal, Emmanuel Macron, si vous voulez. Mais voilà, effectivement. C'est un projet du centre, si vous voulez, un projet centriste, un projet porté par le RN côté patriote, et 2 projets à gauche. Donc on aura des projets très distincts, très clairs, et je pense qu'on peut plutôt débattre d'idées et de programmes que de la sextape autour de l'affaire Perdaillon. Justement, je vous disais ça parce que vous avez parlé tout à l'heure du pays qui était bloqué avec le président Macron. On a un peu la même impression à Saint-Étienne, que la ville est bloquée par cette histoire de procès et qu'on attend tous fin septembre pour savoir ce qui se passe et qu'on reparte de l'avant, quoi. Absolument, c'est terrible. Et je peux vous donner l'image qu'avait Saint-Étienne quand je travaillais en ministère. Un déplacement ministériel, c'est des dizaines ou des centaines de milliers d'euros d'investissement d'argent public quasiment à chaque fois assurés pour la ville, et les ministres ne souhaitaient plus aller à Saint-Étienne du fait de la situation bloquée, congestionnée à Saint-Étienne. Donc la ville a besoin d'un nouveau souffle, et j'ose espérer qu'elle l'aura en mars 2026. Pour revenir dans le concret, le projet, c'est quoi du RN pour Saint-Étienne? C'est aérer les rues, c'est enlever les façades qui sont moches, c'est faire du commerce, c'est arrêter de mettre toujours les verres en avant, c'est quoi? Alors, le projet pour Saint-Étienne, on présentera des mesures très précises dans les mois qui viennent, et c'est un peu tôt. J'allais vous dire dans les semaines, parce que dans les mois qui viennent, on aura passé l'élection. Mars, c'est demain, mars. Contrairement à Emmanuel Macron en 2022, mars, c'est demain, il y aura un programme avant l'élection. Ouais. Donc, voilà. Oui, ça sera évidemment plutôt fin 2025 qu'on présentera le projet et qu'on puisse en débattre ensuite pendant 3 mois. J'aimerais qu'on le bâtisse, et c'est encore en cours de réflexion, et on est en train de déterminer ce projet, sur 3 axes. Le premier axe, et je pense que les Stéphanois en ont grandement besoin, et c'est à la liste du Rassemblement national de le porter, c'est un projet qui est sur la sécurité, un axe sécurité. On sait que la sécurité à Saint-Étienne s'est fortement détériorée et touche partout tout le monde. Avant, c'était une insécurité qui touchait les quartiers les plus sensibles que les Stéphanois évitaient. On peut le regretter, mais maintenant c'est partout. Et ça touche tout le monde. On a des associations de commerçants qui, dans leur rue Antoine Durafour par exemple, se battent pour faire régner l'ordre dans leur rue. On en est là. Donc il y a un sujet sécurité sur lequel le maire a de gros pouvoirs de vidéosurveillance, de policiers municipaux, de brigades canines de la police municipale. Donc il y a toute cette thématique sécurité qui est essentielle et qu'on souhaite porter dans un premier axe de campagne. Le deuxième axe, c'est un axe, et vous l'avez dit, on en a grandement besoin, de qualité de vie et d'image de la ville. Ça, c'est essentiel de pouvoir dire que Saint-Étienne est de nouveau une ville attractive et dans laquelle il fait bon vivre. Les classements montrent que Saint-Étienne a dégringolé au niveau de la qualité de vie. On était dans les 15 premiers il y a encore 5 ans, et aujourd'hui on est 34e, sur le classement 2025, on est 34e de ville dans laquelle il fait bon vivre en France. Donc on dégringole dans les classements, et ça touche à tout. Ça touche au commerce de proximité, ça touche à la propreté des rues, ça touche aux espaces verts, ça touche aussi au développement culturel, touristique de la ville. On a eu une baisse de 1% entre l'été 2024 et l'été 2025 du nombre de touristes dans la Loire et à Saint-Étienne en particulier, qui est la porte d'entrée de la Loire. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, il y avait eu les Jeux Olympiques aussi. Il faut remettre les choses dans le sens. Il y avait eu plus de visites parce qu'il y avait eu les Jeux Olympiques. Il faut être honnête. Je suis d'accord, mais on ne peut pas se satisfaire de 5 millions de touristes dans la Loire. C'est très en deçà. Je sais que les gens y travaillent et qu'il y a des choses qui se font, donc c'est pas tout négatif non plus. Non, mais je vous ai dit, c'est préserver ce qui se fait bien et développer ou modifier ce qu'on Parce que souvent, moi, je parle de moi en tant que citoyen, souvent sur les constats, je suis assez d'accord avec vous, mais après, c'est les solutions que je comprends pas ou que je valide pas. Donc, on parle d'insécurité, évidemment, on parle de plein de choses, de commerce, mais vous, quel est le petit plus, finalement, un peu comme une célèbre publicité il y a quelques années, quel est le petit plus qui fait qu'on va mettre un bulletin pour vous en se disant, ce monsieur, il va vraiment faire du concret? Alors déjà, sur les constats, tout le monde ne fait pas les mêmes constats que nous.
Donc déjà, il y a un sujet constat. Ensuite, sur les propositions, comme je vous ai dit, on est en train de déterminer le projet. Je vous propose de me réinviter quand on aura déterminé le projet. Et comme ça, je pourrais vous décliner tous les axes qu'on a mis en place. Ce que je peux vous dire quand même, et qui est un marqueur fort, c'est que là où on a des maires RN, donc à Perpignan, à Beaucaire, à Hénin-Beaumont, dans toutes ces communes où on a un maire Rassemblement National, les maires sont réélus quasiment au premier tour à chaque fois. Les habitants sont ravis du bilan du maire et les maires ont fait tout ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Donc le programme a été respecté et les promesses ont été tenues, ce qui est assez rare en politique. Donc on tient nos promesses et on est réélu du fait qu'on tient nos promesses. Donc on a un passif et un bilan qui est très bon dans les communes qui sont gérées par le Rassemblement National. Et je voulais vous développer mon axe 3. Pardon. Voilà, pardon. C'est moi qui vous ai coupé, c'est ma faute. C'est un débat, c'est très bien. Si vous êtes élu maire, je vais être encore sur la liste noire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. L'axe 3, c'est un axe de développement économique qui, Saint-Étienne est en voie de paupérisation, clairement, avec des problématiques qui ne sont pas forcément directement liées à l'action du maire, mais qui ont touché nos fleurons, Casino, Vernay-Caron, nos entreprises. Et c'est une ville qui n'est plus attractive pour les actifs. Ce qui fait que s'il y a moins d'entreprises, il y a plus de chômage, il y a moins d'argent dans la ville, et la ville en général se paupérise. C'est un enchevêtrement de choses négatives. C'est un cercle vicieux, absolument. Tout à fait. Et donc là, il faut arriver à travailler pour se dire comment on attire des actifs et donc comment on attire de nouvelles entreprises. On permet au commerce, à l'industrie, à tous les secteurs d'activité de se développer dans la ville et donc de créer de l'emploi et de créer de l'activité. Alors, mon sujet de spécialité, c'est les finances publiques. Il y a un gros sujet de assainissement des finances publiques qui doit être fait à la mairie de Saint-Étienne, de développer les dépenses d'investissement en baissant les dépenses de fonctionnement, donc arriver à investir davantage sans augmenter les impôts. Et il y a aussi un sujet de taxe foncière qui a augmenté de 15% en 18 mois, donc c'est une augmentation qui est gigantesque. Vous ne pourrez pas attirer des actifs et des entreprises en continuant d'augmenter les impôts et en payant des frais de fonctionnement, de communication, de cabinets de conseil ou même de fonctionnement sur la masse salariale aussi important. Il y a un sujet, assainir les finances de la ville. Si vous aviez qu'une seule proposition concrète à faire pour le mieux vivre ensemble pour le commerce, ça serait laquelle ? Je pense que la commune doit faire en sorte de redévelopper le commerce de proximité en centre-ville, en rénovant les locaux qui sont aujourd'hui inutilisables pour des commerçants et en proposant à des commerçants qui voudraient commencer une activité, ces locaux pour un loyer modeste qui leur permettent d'entamer et de commencer leur activité qui ensuite reprend le chemin d'un loyer normal. Je pense que c'est une mesure qui est absolument essentielle pour redynamiser le centre-ville et ça permet d'apporter à la fois une qualité de vie meilleure aux Stéphanois qui pourront faire leurs courses en bas de chez eux et qui n'auront plus besoin de faire 10 minutes de voiture alors qu'ils habitent en centre-ville pour faire des courses. Et ça permettra aussi d'attirer de nouveau les Ligériens qui venaient de toutes les communes alentours, voire de la plaine, pour faire leur commerce, leurs emplettes à Saint-Étienne et qui maintenant sont détournés vers Montbrison ou vers d'autres communes. Donc, un marqueur pour moi, c'est le développement économique par le commerce. Pour moi, il y a deux soucis dans votre proposition. C'est que, l'Internet a changé le monde. On voit toute une génération qui commande sur Internet. Et la deuxième, c'est qu'aujourd'hui, les gens, s'ils ne se garent pas devant la porte, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus à Saint-Étienne parce qu'ils ne peuvent pas se garer. Donc, est-ce qu'il faut faire des parkings ? Est-ce qu'il faut faire les transports gratuits ? Est-ce qu'il faut... Quand on parle de commerce, je pense qu'il y a tout un tas de choses en périphérie qu'il faut améliorer aussi. Alors, vous m'avez demandé une mesure. Je sais bien. Ça fait beaucoup. Là, mais je suis très bavard, mais quand on parle des halles, là, j'ai vu des chiffres ahurissants de 700 personnes par jour. Mais si ces gens-là, ils ne peuvent pas se garer, ils vont y aller qu'une fois. Je les connais, les Stéphanois. Mais vous avez raison. Ça doit être pensé, c'est en fait un programme avec des propositions qui se répondent. Ça doit être pensé au niveau du transport, ça doit être pensé au niveau du parking, au niveau des sens de circulation des voies piétonnes, pas piétonnes. Donc tout ça doit être pensé et aussi au niveau de la sécurité. Il y a des gens qui ne vont plus à Saint-Étienne parce qu'ils ont peur de se faire casser le pare-brise ou qu'ils ont peur de l'insécurité. Donc tout ça marche en système. C'est un programme qui doit être pensé globalement. Mais si vous me demandez un sujet sur lequel j'aimerais insister, c'est le développement commercial. Je suis d'accord avec vous. Donc je vous revois février. On note une case en février et on voit où on en est. C'est super. Pour conclure cet entretien, est-ce que
C'est peut-être une question un peu stupide, mais est-ce que parce que vous êtes jeune, est-ce que 2026, c'est pas un peu une préparation pour 2032? Alors, vous avez raison, on acquiert de l'expérience politique au fil des années. Je pense qu'on fait plus d'erreurs quand on est jeune en politique que quand on commence à avoir un petit peu de bouteille et de l'expérience. C'est pas une préparation, c'est simplement le début d'une aventure politique. On verra où tout cela nous mène. Moi, je souhaite qu'on puisse redresser la ville dès 2026. On a encore beaucoup de travail, de militantisme et pour convaincre les candidats. Après, il faut se rappeler que je ne suis pas tout seul. On a une liste, on a déjà une équipe qui est extrêmement motivée, avec des figures du RN qui sont déjà connues dans la Loire, qui ont été candidats à d'autres élections et qui mènent ce projet. Et donc, je ne serai pas tout seul, ça sera toute l'équipe et la liste qui est autour de moi. Qu'il faudra former, faire monter en compétences et qui deviendront plus tard de bons conseillers municipaux, des adjoints au maire et des élus nationaux ou des conseillers départementaux. Enfin, on a toute une génération et toute une équipe à faire monter et à former. Et pour ça, effectivement, 2026, ça va être une année remarquable. Ça veut dire que Corentin Jousserand, il est là pour quelques décennies. Et s'il n'est peut-être pas maire en 2026, il sera peut-être candidat à la députation, peut-être d'autres rôles. Il y a un conseil départemental qui va peut-être se renouveler, il y a la région. Vous êtes ancré ici et vous allez y rester. Absolument. Et comme vous l'avez remarqué, il y a tout à faire. Et il n'y a pas tout à faire, hein, parce que j'aime pas quand on raye le passé, mais il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez raison. Il faut pas faire table rase du passé. Il y a des choses qui fonctionnent bien. Ce qui est super, on a traversé une période de quelques années où il n'y avait pas d'élections. Là, 2026 municipale, 2027 présidentielle, 2028 régionale et départementale, 2029 sénatoriale et 2030 de nouveau des européennes. Donc, tous les ans, il y a une élection, donc ça va faire un travail de terrain extrêmement important et c'est formidable. Attention alors, parce que j'ai pas fini de vous demander des interviews. Ah ben voilà, je vais m'installer ici. Et il faut faire attention parce que généralement, dès que les gens sont élus, après, ils ont tendance à m'oublier. Ah ben, vous inquiétez pas, je continuerai de venir et vous viendrez même à la mairie de Saint-Étienne si vous le souhaitez. Je vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour conclure? Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Alors, je pense pas qu'on ait oublié quelque chose, mais j'aimerais effectivement dire aux Stéphanois qui nous écoutent, et même à tous les Ligériens qui souhaitent monter une liste ou rejoindre une liste aux élections municipales, à nous rejoindre. Comme je vous ai dit, on est ouvert à tous les types de profils. Une élection municipale, ça se gagne en équipe. On a besoin des profils sur tous les domaines, l'enfance, la petite enfance, la crèche, l'éducation, la sécurité, les espaces verts, la voirie, le transport. Tout ça, on a besoin. Donc, rejoignez-nous. Dites-nous si vous avez envie de vous engager sur une liste, de militer. C'est un appel aux Ligériens, aux Stéphanois à nous rejoindre. Corentin Jousserand, merci beaucoup. Merci beaucoup, Si j'ai tout bien écouté, tout bien noté, on se revoit au mois de février. Eh bien, on se revoit au mois de février. Merci beaucoup. Merci.